exilés sans fort. Comme tous les Duardins, les pyrotueurs sont un peuple robuste, capable de survivre au plus grand péril. Les exilés sans fort poussent ce trait encore plus loin, car ce sont des guerriers qui ont perdu tout ce qui leur est cher, mais qui refusent la défaite. Ils portent les flammes sacrées de leur fort au nom de la vengeance. De nombreux qualificatifs peuvent s'appliquer aux pyrotueurs: intense, inflexible, obstiné. Les taciturnes duardins, appelés exilés sans fort, sont des incarnations de tous ces traits. La société des pyrotueurs est martiale par essence, dominée par un culte dédié au dieu guerrier Grimnir. Mais pour devenir un exilé sans fort, il suffit de survivre. Chacun est un orphelin de guerre, dernier rescapé d'un magma fort détruit. Lorsqu'ils se jettent au combat, ils deviennent des agents de la mort. Chaque coup de marteau porté avec la fureur de Grimnir. Les Duardins préfèrent mourir au combat plutôt que de demeurer tel un souvenir des gloires passées. Il est difficile de venir à bout d'un de ces robustes mortels, mais lorsqu'un pyrotueur cède, il le fait souvent avec la force d'un éboulement rocheux. Nombreux sont ceux qui prêtent le Barak Zadoum, le serment de mort, parcourant les royaumes à la recherche d'une fin glorieuse ou d'une nouvelle raison de vivre. Les exilés sans fort sont encore plus rares, des Duardins dont la détermination ne peut être vaincue, quels que soient les malheurs qu'ils vivent. Ils ne cherchent pas la mort, mais ils sont des revenants refusant la paix de la tombe, des agents de la vengeance et des avatars des valeurs et de l'honneur de leur fort. Ce n'est pas une affirmation vaine. Les armes d'un exilé sont imprégnées d'une étincelle du plus sacré des brasiers, le Zarkul, la légendaire flamme cardinale allumée lors de la mort violente de Grimnir et qui brûle au cœur de chaque magma fort. Avec les runes d'Ur-Or marquant le corps des pyrotueurs, la flamme cardinale est le lien le plus direct entre le culte de Grimnir et sa divinité disparue. Pour qu'un Duardin, extérieur au clergé Zargrim, tente de lier cette flamme à du pierracier, il doit être sûr d'être le dernier à pouvoir sauvegarder l'héritage de son fort. Certains exilés sans fort espèrent un jour fonder un nouveau magma fort en se servant du fragment du Zarkul qu'ils portent pour allumer la forge-temple au cœur de la forteresse. D'autres deviennent des guerriers mystiques, convaincus que la flamme leur parle et les guide pour honorer leur mort. Tous les exilés sans fort deviennent rapidement des guerriers d'exception, soit grâce à la connexion avec l'esprit de Grimnir, ou à leur détermination pure qui leur permet d'acquérir une formidable adresse. Leur rune d'Ur-Or semble luire au plus fort encore, comme si les moindres réserves de puissance étaient déverrouillées par l'éclat de la flamme cardinale, chaque coup de marteau dévastateur laissant un sillage de braise et de feu rageur. Il n'est aucun ennemi qu'un exilé sans fort refuserait d'affronter, mais leurs adversaires préférés sont les monstres et les rejetons du chaos. Chaque combat entre un de ces duardins et un colosse monstrueux rappelle le duel fatal de Grimnir contre l'Ur-Salamandre Vulcatrix.
notamment par son potentiel dévastateur. En dernier recours, un exilé peut canaliser une portion de Zarkul dans ses coups, incinérant tout ce qu'il frappe dans une vague de feu vivant. Abandonner ainsi une fraction de la flamme cardinale n'est pas un choix anodin, mais les exilés savent que les actes puissants sont le combustible qui permet à l'héritage de leur fort de briller encore. Si les exilés sans fort sont des personnages austères consumés par les attentes des morts qui pèsent sur eux, ils ne rompent pas avec la civilisation. Alors qu'à l'ère de la bête, toujours plus de magmas forts sont détruits, on voit de plus en plus d'exilés combattre aux côtés des armées de l'ordre et s'assurer que les serments et les contrats sont honorés. Et ils ne combattent pas seuls, car l'incorruptible volonté qui anime les exilés sans fort, leur vaut l'admiration des autres pyrotueurs. Certains, généralement originaires de la même loge clan, mais venant de forts détruits, rassemblent autour d'eux les firdes de guerre. Ces porte-flammes jurent personnellement que les braises de Zarkul, portées par les exilés, ne s'éteindront jamais. Que ces bandes de guerriers affrontent une horde de vermines géniardes ou des titans des profondeurs de la terre, ils refusent de céder un pouce de terrain. Ainsi, ils forment des liens de bataille avec leurs compagnons d'infortune qui comblent, au moins en partie, le vide laissé par leurs proches. Les cités franches, surtout aussi puissantes qu'Amerol Gira, reçoivent quotidiennement des milliers de missives. Connaître la vérité sur un conflit à l'échelle d'un continent n'est jamais aisé. Les rapports du corps d'éclaireurs qui atteignent la cité d'Abondance s'avèrent surprenants. D'après eux, des pluies pestilentielles commençaient à se calmer dans le nord de Verdia, et les putrescents de la région reculaient comme s'ils s'étaient piqués sur l'épine d'une grande rose. L'emprise que Grand-Père avait consolidée aux confins de l'influence d'Amerol se relâchait, au moins dans cette zone. Sur ces terres, les déluges d'Alariel avaient commencé à s'abattre, éliminant la corruption qui avait pris racine. Nadiane Verguillon, qui avait enfin rejoint le conclave d'Amerol, recommanda la prudence, ou au moins d'attendre qu'il soit possible de demander aux enfants d'Alariel d'enquêter sur la situation. Mais alors que l'optimisme gagnait les rues, les autres membres du conclave, la plupart étant d'origine d'Akshi ou d'Azir, traitaient de questions militantes. Nombre d'angles d'attaque en Giran avaient été étudiés, et l'ouverture dans le rideau de pluie pestilentielle représentait une opportunité à saisir. Il valait mieux affronter des sangsues bouffies, la vérole estivale et ce genre de choses que de se jeter dans l'étreinte de Nurgle. La question des effectifs était également déjà réglée. Le rappel des troupes depuis les frontières avait déjà été prononcé pour renforcer Amerol Gira. Mais les plus agressifs des dirigeants d'Amerol cherchaient désormais à les récupérer pour la croisade, malgré les protestations de Verguillon. Brutard, le grand majordome d'Amerol, autoproclamé duc sanglant, fit remarquer que nombre d'anciens zéophores n'avaient de toute façon plus de foyers dans lesquels rentrer, et la loyauté ne leur ordonnait plus de sauver leur cité d'origine. Ainsi fut décidée la direction de la croisade en réparation de Gira, le nord de Verdia et au-delà.
vers les montagnes du Goulet. Le sol de Giran allait être abreuvé par la sueur des fidèles et le sang des martyrs pour marquer le début d'une nouvelle ère de renaissance. La volonté de Sigmar les accompagnait, après tout. Ce serait de la folie de penser l'inverse. Ils avaient tiré Fiori des décombres de la fonderie de verre, une braise crépitante, mais sur le point de s'éteindre. Les soigneurs de Sigmar avaient appliqué toutes sortes d'onguents et de cataplasmes sur l'exilé pour le sauver. Du fait de la susceptibilité légendaire des Duardins, ces porte-flammes auraient pu en prendre ombrage, s'ils n'avaient été poussés au-delà des limites de leur robustesse. Lorsque le brasier fut enfin éteint, il n'en restait plus beaucoup en vie. Mais les squigs et grottes calcinées les dépassaient largement en nombre. En comparaison, seule une poignée de technologies de verrerie avait été sauvée des ruines, assez pour assurer l'approvisionnement de la cité en aqua giranis, mais non sans de sévères rationnements. Pour autant, les dirigeants d'Akshi firent preuve de gratitude. Naturellement, le désormais borgne Fiori fut autorisé à plaider sa cause devant le conclave. Malgré son ton bourru, la passion de l'exilé l'aida à s'exprimer de manière convaincante des troglottes qui avaient dévasté les foyers et de ses nouveaux compagnons, et de la menace qu'il faisait peser sur la civilisation en Akshi. À la surprise du Duardin, ces paroles reçurent le soutien d'une alliée inattendue. Val Petras, arcano-géologue de la collégiale Nexus géomantique, qui avait tendance à disparaître. Je me suis trompé, on reprend. Val Petras, arcano-géologue de la collégiale, respecté mais quelque peu nerveux. Petras avait enquêté sur une évolution étrange des nexus géomantiques, qui avaient tendance à disparaître sans explication dans l'est de Capillaria. Et le mage faisait désormais le lien entre cette découverte et les attaques des Trogoths. Petras soutint qu'envoyer une force d'Éophore maintenant reviendrait à livrer le lion de Balaflamme aux vautours, et à s'attaquer à des forces qu'il n'était pas certain de pouvoir vaincre. Mais l'agressivité des habitants d'Akshi est toujours ardente. De plus, les rouages de la croisade s'étaient mis en mouvement. De bien des manières, cette révélation était pain béni pour les bellicistes du conclave, qui avançaient que pacifier cette région turbulente assoirait sans conteste la légitimité de l'empire de Sigmar. Telle une javeline lancée par le dieu roi, il flamboierait dans ces régions sauvages, consumant les ténèbres qui empoisonnaient les moindres recoins pour les conquérir au nom de Sigmar. Voilà qui conclut la lecture intégrale de ce premier roman des croisades Zéophore, qui est le livre Émissaire. On va regarder maintenant ensemble les différentes illustrations, c'est-à-dire les différentes miniatures. Donc nous avons les armées de Nurgle ici, nous avons les pyrotueurs en haut, à gauche nous avons les squigs, et en bas nous avons les Flesh Eater Courts. Les 4 héros du conflit dont on a parlé. Les héros du carnage avec l'émissaire du déclin et un exilé sans fort, le fauteur de trouble et le héros des Parchemoelles. Nous avons ici une mise en scène entre l'émissaire du déclin et l'armée du héros des Parchemoelles. Une mise en scène des pyrotueurs contre les squigs et les trogoths dans les cavernes.
Pareil pour le milieu. Et pareil pour en bas. Et ici, nous avons 3 scènes opposant les héros des Marche-Moelle aux armées de Nurgle. Voilà qui conclut cette lecture, puisque le reste du livre ne sont que des règles pour jouer. J'espère que cette lecture vous aura plu, et on se retrouve lors de la prochaine vidéo pour le livre 2 des Croisades Éophore. Merci.